En l'attendant avec les présentations. Donc, bonjour à tous, bienvenue pour cette table ronde où on va à présent se poser la question très concrète de l'investissement dans les cryptos. On va tenter de comprendre en fait en quoi ces crypto-monnaies constituent une nouvelle classe d'actifs, quelles sont leurs propriétés et quelles sont les différentes façons d'investir dessus. Enchanté, donc je suis Nicolas Pagnès, journaliste financier chez Bismart, plutôt spécialisé en finance dite traditionnelle, finance de marché. Donc pour tout ce qui est questions en fait directement liées aux crypto-monnaies, faudra les poser aux différents experts que je vais vous présenter dans un instant. Mais on va essayer de décrypter ensemble ce sujet des crypto-monnaies et de l'investissement dans les crypto-monnaies. Pour en parler, j'ai le plaisir d'être accompagné par Yvan Delastour, blockchain lead chez BPI France. Bonjour et bienvenue. Alors BPI France, vous connaissez tous. BPI France qui s'engage également dans des projets blockchain et qui a financé plus de 100 projets start-up, si je ne dis pas de bêtises, en lien avec la blockchain, mais qui a également investi directement ou indirectement dans une douzaine de projets blockchain et crypto. On y reviendra tout à l'heure, on verra si c'est toujours 12 ou si ça a évolué depuis les chiffres que j'ai pu trouver. Yves Chouefati est avec nous également, président de Tobam. Bonjour et bienvenue. Tobam qui est une société de gestion d'actifs qui travaille avec de nombreux institutionnels et dont l'approche vise à maximiser la diversification des investissements. Et il se trouve que vous suivez de près le Bitcoin parmi d'autres actifs comme actifs diversifiants. Charlie Méraud est également avec nous, bonjour. CEO de Wharton, que l'on pourrait définir comme une entreprise de trading en crypto-monnaie qui s'adresse à des clients désireux de se positionner sur des volumes importants, comme notamment des acteurs institutionnels ou des banques privées. On y reviendra dans quelques instants. Thibaut Boutroux est également avec nous, bonjour. Bienvenue, directeur marketing chez Just Mining, une société d'investissement annexe, je pense qu'on peut le dire ainsi, dans l'univers des crypto-monnaies basées sur des méthodes de sécurisation de la blockchain. On va revenir dessus pour comprendre en fait les différentes façons d'investir dans les crypto-monnaies et voir qu'on peut lier sécurisation et investissement par exemple. Et Nicolas Louvet est également avec nous. Bonjour et bienvenue. CEO de CoinHouse. CoinHouse, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du coup une plateforme en ligne d'échange de crypto-monnaies. CoinHouse qui est d'ailleurs enregistré en tant que prestataire de services en actifs numériques au sein de l'AMF et qui s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises. Et si je précise les deux, c'est que dans tous les échanges préparatoires qu'on a pu avoir, il y a quand même ce constat assez régulier que les crypto-monnaies, on connaît du point de vue du particulier, de l'investissement, que ce soit nos amis, nos petits cousins ou autres qui ont acheté un petit peu de Bitcoin pour faire un petit peu de spéculation. Mais il y a aussi tout un volet qui s'adresse aux entreprises, qui est moins sur le devant de la scène, mais qui est également très présent. Je vous propose de commencer tout de suite avec vous, Nicolas Louvet. Vous avez un micro devant vous. Je rappelle également qu'on va avoir un échange là sur 45 minutes à peu près. Vous pourrez également poser toutes vos questions. On laissera quelques minutes à la fin pour que vous puissiez les poser. Et puis si jamais on n'a pas le temps de poser toutes les questions de l'Assemblée, vous pourrez revenir sur d'autres moments de pause, échanger avec les différentes personnes du coup sur cette table ronde. Et je vous propose, Nicolas, de revenir tout d'abord sur le titre « Les cryptos, une nouvelle classe d'actifs, faut-il investir ? Comment ? » Et je vous propose de revenir sur ce terme « nouvelle classe d'actifs ». Pourquoi est-ce que le terme « nouveau » est aussi évocateur, Nicolas Louvet ? Alors, tout d'abord, bonjour à tous. Pourquoi le terme est nouveau ? Je pense que le point a été plutôt bien couvert par Claire Balva et Simon Pollereau dans la présentation qui était juste avant nous. Nouveau parce que on parle d'une technologie qui est la blockchain, qui est innovante, qui a des propriétés toutes particulières, dont l'essentiel porte autour de la décentralisation, dont ces actifs sont pour certains d'entre eux totalement innovants et récents. Le Bitcoin a une dizaine d'années, il ne ressemble à aucun autre actif et par ailleurs, vous avez la possibilité de faire circuler sur la blockchain des actifs qui, pour le coup, eux, existent et qui sont moins nouveaux. Ça peut être des stablecoins qui sont des représentations d'une monnaie fiat. On a parlé aussi de NFT. Donc, le NFT est quelque chose de nouveau en soi, mais le sous-jacent qui peut être une carte Panini dans le cas de Sorare ou un tableau un Picasso par exemple, ça pour le coup ça ne l'est pas. Donc nouveauté oui, à travers la technologie qui est sous-jacente.
Alors, vous évoquez différents exemples, notamment l'exemple de Tableau. Quand on échange avec des acteurs de la finance traditionnelle, quand on échange avec des gestionnaires ou des professionnels de la gestion de patrimoine, moi j'ai souvent une question, ou en tout cas une remarque qui me revient, c'est pourquoi investir dans le Bitcoin? Derrière, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on répond à ces gens-là, histoire d'aller directement dans le vif du sujet avant de comprendre un petit peu comment ça fonctionne autour? Alors, il n'y a pas rien. Il y a déjà la puissance d'un réseau qui est complètement décentralisé, avec une puissance de calcul phénoménale derrière, qui sécurise une quantité de valeur qui est exceptionnelle aujourd'hui, qui a atteint des sommets il y a quelques temps, qui progresse depuis sa création. Si vous prenez la courbe du Bitcoin, j'ai entendu tout à l'heure des gens parler d'un cours du Bitcoin pour atteindre 5000. Oui, peut-être, mais regardez la courbe depuis 2009. Moi, je n'ai pas du tout l'impression qu'on parle d'un actif qui n'a pas de valeur, puisque des gens sont prêts depuis des années à y investir. Le type d'investisseurs se diversifie également. On a parlé d'institutionnels, on a parlé d'entreprises. Alors, ce n'est pas massif, on en a peu en Europe, mais on en a clairement la preuve qu'il y a de la valeur derrière tout ça. Sinon, pourquoi les gens investiraient ? Quelle est la différence qu'on va trouver entre un investissement en crypto-monnaie et un investissement dit traditionnel ? Quand j'ai échangé en fait avec vous pour préparer cette table ronde, j'avais deux impressions. La première, qu'il y avait un jargon et il y avait la nécessité de comprendre une technologie qui pouvait créer un frein en fait à l'investissement en crypto-monnaie, mais que derrière, les mécanismes d'investissement n'étaient pas si différents que ceux qu'on peut connaître quand on va investir dans une société, quand on va investir dans un actif tangible comme l'or ou dans une monnaie comme le dollar. Est-ce qu'il y a des différences à prendre en compte quand on veut investir spécifiquement dans une crypto-monnaie ou dans un crypto-actif, Nicolas Louvet ? Alors tout à fait, il y a des similarités très fortes. On va retrouver en fait de l'analyse graphique sur les cours de pas mal d'actifs numériques et on peut du coup assez facilement prendre des positions. Il y a un caractère spéculatif notamment sur le Bitcoin qui fait qu'il est très facilement tradable. C'est pas le seul cryptoactif. Il y a d'autres cryptoactifs qui n'évoluent pas. Les cours, enfin, ou qui évoluent par rapport à un cours qui est figé, comme celui du dollar par exemple, et qui donne accès à travers des protocoles qu'on appelle de finance décentralisée à des rendements tout à fait raisonnable de quelques pourcents, voire plus, sans prendre part directement à un phénomène d'exposition au risque, d'exposition directe à la volatilité. Donc il y a des similarités. La principale difficulté, la différence est à nouveau sur la technologie, c'est la capacité d'échanger les cryptos, de les conserver, où là il y a une vraie différence. Leur transfert se fait de façon complètement différente, avec un système d'adressage beaucoup plus complexe, en partie pseudo-anonyme, donc pseudo-anonyme, et en effet plus difficilement traçable d'un certain aspect, et en même temps assez traçable d'un autre, parce qu'on peut, à travers des systèmes d'analyse de chaîne, comprendre parfaitement bien d'où vient la crypto et où elle va. Alors c'est vrai que vous mentionnez un point, c'est que aujourd'hui j'investis dans l'or, je ne vais pas avoir mes lingots d'or dans ma poche ou dans ma cave, j'investis en dollars, je ne vais pas récupérer forcément ces dollars directement, j'investis en Bitcoin, je suis propriétaire physiquement mais numériquement du coup de mes Bitcoins. Oui, vous pouvez l'être. Vous pouvez, auprès de la plupart des acteurs, vous pouvez retirer la crypto et la posséder sur une application, sur un hardware device comme Ledger par exemple. C'est complètement possible. Après, vous pouvez aussi les laisser sur des plateformes comme les nôtres, par exemple CoinHouse, qui conserve les cryptos de ses clients particuliers, institutionnels et entreprises dans des systèmes de cold storage. Alors, on va parler de l'investissement concrètement, on va savoir comment on fait quand on est une entreprise. Juste avant, je vous prie de m'excuser, Nicolas Louvet, vous êtes le premier à vous exprimer sur ce panel. Et du coup, quand on parle d'investissement, il y a un certain nombre de sujets qui reviennent automatiquement. Le premier, c'était de savoir si c'était indexé, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on répond aux gens qui disent « oui, mais derrière, il n'y a rien ». Et le deuxième, c'est qu'est-ce qu'on répond aux gens qui vous disent « oui, mais le Bitcoin et les crypto-monnaies, c'est très volatile, finalement, c'est très spéculatif, ça peut perdre la moitié de sa valeur en quelques jours ou quelques semaines ». Est-ce que l'actualité récente vient remettre en question, selon vous, cette notion d'investissement dans les crypto-monnaies ?
que vous défendez, ou au contraire, on est sur un épiphénomène à l'échelle de vie finalement de ce cryptoactif? Alors, épiphénomène, je ne dirais pas, parce qu'il y a une chute assez nette à partir de mai. Moi, je reprends la courbe depuis la création. Je suis plutôt rentré en 2016-2017 dans les cryptos. En effet, le cours a particulièrement bien augmenté depuis cette période-là. Je pense qu'il ne faut pas s'intéresser que au Bitcoin ou tout arrêter. Vous avez tout un tas d'autres cryptoactifs qui sont très intéressants. Vous pouvez regarder Ethereum, par exemple, dont le cours s'est plutôt bien maintenu. Vous avez d'autres tokens qui sont extrêmement intéressants à regarder. Il ne faut pas tout arrêter au niveau du Bitcoin. C'est comme si en bourse, vous limitiez l'analyse de toute la bourse à une action, qu'elle soit celle d'Apple, par exemple, ou complètement une autre. Vous prenez par exemple des cours comme PSA, le cours a extrêmement chuté avec le Covid pour des raisons que l'on connaît, ou Air France par exemple. Est-ce que pour autant vous jetez Air France comme ça? Non, pas nécessairement. La volatilité, ça existe. Moi, j'ai principalement perdu de l'argent en bourse. Et on arrêtera là, effectivement, pour bien faire comprendre qu'il y a autant de risques effectivement en bourse que sur d'autres types d'actifs. Quand on est une entreprise, Nicolas Louvet, et qu'on veut investir concrètement dans les crypto-actifs, comment on fait? Parce que quand on est un particulier, bon, c'est assez simple en fait. Finalement, il y a des plateformes qui proposent d'investir, qui font suffisamment de publicité pour que le particulier soit au courant. On comprend assez facilement qu'on peut investir en euros ou en dollars directement dans le Bitcoin, mais effectivement dans beaucoup d'autres crypto-monnaies. Et ça dépendra finalement de si on est convaincu ou non par la technologie qu'il y a derrière, avec le niveau de connaissance qu'on peut avoir sur le sujet. Quand on est une entreprise, ça fonctionne de la même manière ou il y a des démarches un peu différentes? C'est similaire. Enfin, l'onboarding, donc la création d'un... Excusez pour mon franglais. La création, pardon, je précise entreprise, institutionnelle ou autre, mais enfin grande organisation pour le coup. Alors, pour le coup, c'est le même principe qu'un particulier. C'est la création d'un compte est un peu plus complexe. Il y a plus de documents à fournir, sauf si vous rentrez dans la catégorie des clients à vigilance allégée, comme ça peut être le cas par exemple d'institutions publiques qui peuvent être clientes d'entreprises comme les nôtres. Voilà. Mais sinon, vous avez la création d'un compte avec toutes les demandes habituelles de bénéficiaires effectifs, origine des fonds, toutes les questions en fait que l'on va poser avec des clients. Après, il n'y a pas de limite sur la capacité d'investissement. La capacité à pouvoir acheter une trentaine de cryptos, une cinquantaine de cryptos sur la plupart des plateformes, les plateformes comme les nôtres. Il y en a d'autres qui proposent encore d'autres types de services. Et vous avez bien sûr la possibilité soit de conserver les cryptos par vous-même si vous le souhaitez. Et comme quelqu'un le disait tout à l'heure, vous pouvez donner peut-être les clés du ledger à votre secrétaire ou à je ne sais qui dans l'entreprise. Bon, pourquoi pas. Ou sinon, vous faites appel à une entreprise spécialisée comme CoinHouse ou CoinHouse Custody Services, par exemple, qui sont des entreprises qui sont équipées, qui ont les process, qui ont tout le savoir-faire pour pouvoir conserver les cryptos de façon totalement sécurisée. Alors, il y aura également des questions sur lesquelles on reviendra un petit peu plus tard, notamment sur la disponibilité des volumes quand on veut investir en crypto-monnaie. Juste avant, je vous propose de passer le micro à Yves Chouefati, président de Tobam. Yves Chouefati, vous êtes donc au sein de Tobam, vous estimez que le Bitcoin est un actif hautement diversificateur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par cela? La diversification, c'est cette propriété qui fait que quand vous mêlez deux actifs non parfaitement corrélés, vous allez baisser son risque. Le Bitcoin, vous l'avez dit, est extrêmement risqué. Mais ça, ce n'est pas quelque chose de très important parce que le risque, ça se module extrêmement simplement en diminuant la quantité investie. Et par contre, son mérite, qui est un mérite absolument constant dans le temps, dans le passé, et puis d'après Tobam, qui va rester dans l'avenir, c'est que le Bitcoin, quoi qu'il arrive, va rester diversifiant. Que le Bitcoin retourne à 5000 ou qu'il voit le million d'euros un jour, lointain ou proche, le Bitcoin restera diversifiant par nature.
Et j'avais donné une fois cette image, le Bitcoin c'est comme le chlore. Le chlore c'est un gaz de combat, c'est extrêmement dangereux. Mais si vous mettez une goutte de chlore dans un verre d'eau, vous aurez de l'eau potable. C'est un peu la même chose pour le Bitcoin. Le Bitcoin c'est extrêmement volatile, extrêmement dangereux. Mais si vous mettez une faible proportion de Bitcoin dans un portefeuille bien diversifié, vous allez encore augmenter sa diversification et vous allez en réduire la volatilité. Alors là, on parle de Bitcoin, on parle de toutes les crypto-monnaies et on part du principe que du coup, elles suivent les tendances du Bitcoin, ou vous regardez toutes les crypto-monnaies au-delà du Bitcoin? Nous, on investit dans de nombreuses crypto-monnaies, de manière industrielle dans le Bitcoin, de manière expérimentale dans d'autres crypto-monnaies de la DeFi. Chaque crypto-monnaie a une thèse d'investissement. Nous, on est investisseurs chez Tobam, on n'est pas spécialiste des cryptos, on est très généraliste. Et on applique aux actifs numériques les mêmes critères, si vous voulez, que les actifs traditionnels. Il faut toujours commencer par une thèse d'investissement. Donc quand vous achetez un actif, qu'il soit numérique ou pas, il faut commencer par articuler une thèse d'investissement. D'accord ? Ce qui différencie le Bitcoin de beaucoup d'actifs traditionnels, c'est un chiffre magique, c'est 21 millions. Et tout le reste, c'est de la technologie. Mais ce qui différencie le Bitcoin du dollar, du yen, de l'euro ou de l'or, c'est que c'est pour la première fois quelque chose, une monnaie à masse monétaire fixe. Et ça c'est vraiment la grande innovation du Bitcoin à côté de la blockchain. C'est que pour la première fois, on a quelque chose qui pourrait potentiellement être une monnaie et dont la masse monétaire est fixe. C'est ça, il y en aura toujours 21 millions. Il n'y en aura jamais plus que 21 millions, il y en a déjà sans doute moins, parce que sans doute une quantité non négligeable a été perdue, mais il n'y en aura jamais plus que 21 millions. Et alors, quelle est la thèse d'investissement de Tobam sur le Bitcoin ? La thèse d'investissement, c'est que le Bitcoin possède des qualités fondamentales. On en a, nous, listé 7, et des quantités et des caractéristiques empiriques. On en a listé 4. Et on pense que l'alliance de ces 7 et de ces 4 font que le Bitcoin pourrait potentiellement devenir l'étalon de mesure de la valeur. Alors, ce qui est très important dans l'investissement, c'est qu'on n'investit jamais sur quelque chose qui est avéré, mais toujours sur quelque chose qui est potentiel. Si vous estimez que l'action Apple peut aller à 700, si elle est déjà à 700, si elle est déjà avérée, c'est trop tard pour investir. Donc je ne suis pas en train de dire que le Bitcoin est un étalon de mesure de la valeur, parce que si c'était déjà le cas, ce serait trop tard, il vaudrait sans doute déjà plus qu'1 million de dollars. Mais c'est le fait qu'il soit potentiel, que théoriquement, il puisse, si vous voulez, devenir cela, qui en fait un candidat à un investissement. Alors, je pense qu'il faut expliciter un petit peu, parce que là, on est en train d'en parler et on voit effectivement que ce qu'on entend aujourd'hui sur le Bitcoin, c'est que c'est très volatile et que c'est très risqué. Nicolas Louvet le disait, l'investissement des institutionnels ou des entreprises est finalement pas si développé que ça. Là, vous nous dites que ça peut devenir un étalon de la valeur. Quand vous me dites étalon de la valeur, moi, je pense à l'or, au dollar ou autre. Qu'est-ce qui donne à cet actif cette possibilité, selon vous, de devenir à long terme un étalon de la valeur ? Je ne vais pas vous lister toutes les caractéristiques, mais c'est qu'un actif qui est décentralisé. Vous savez, moi, on ne connaît pas Satoshi, le créateur du Bitcoin. J'ai coutume de dire que je connais ses deux pères. Le premier père de Satoshi, c'est Friedrich Hayek. Friedrich Hayek, un prix Nobel d'économie, a commis un livre en 1975 qui s'appelle en anglais Decentralized Money et en français Pour une vraie concurrence des monnaies. Et dans ce bouquin, Nicolas Hayek dit que dès lors qu'un groupe, dans l'histoire, dès lors qu'un groupe a bénéficié du monopole de l'émission monétaire, tôt ou tard, il en abuse. Donc il n'y a pas d'exception à cette règle-là. Quand un groupe bénéficie du monopole d'émission de la monnaie, il en abuse un jour ou l'autre. D'accord ? Et donc il a écrit un bouquin où il dit il faut une libre concurrence des monnaies, parce qu'il ne sait pas comment gérer une masse monétaire, Hayek. Mais il dit, si on laisse les gens, la concurrence faire son œuvre, on trouvera la bonne méthode. Le deuxième père de Satoshi, c'est un moine franciscain anglais du XVe siècle qui s'appelle Guillaume d'Occam, William of Ockham. Guillaume d'Occam, c'est l'inventeur du rasoir d'Occam. Et le rasoir d'Occam, c'est un principe philosophique qu'on appelle aussi le principe de parcimonie, qui fait qu'entre deux solutions, il faut toujours choisir la plus simple. Et le génie de Satoshi, c'est de se dire, on ne sait pas comment gérer une masse monétaire,
On va simplifier la solution et on va faire une masse monétaire constante. C'est ça vraiment ce qui rend... Vous savez, la blockchain, c'est compliqué. De même que les principes de la thermodynamique, c'est compliqué. Pour comprendre une voiture, si vous attaquez au principe de la thermodynamique, vous allez en suer. Si vous comprenez qu'une voiture, c'est un volant, quatre roues, un moteur, un frein, un accélérateur, vous savez vous servir d'une voiture. C'est la même chose pour le Bitcoin. La seule chose qu'il faut savoir sur le Bitcoin, c'est qu'il y en aura 21 millions. C'est ça la proposition économique du Bitcoin. Je ne parle pas de la proposition technologique. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement révolutionnaire, parce que, quelque part, ça tue la thèse de Friedrich Hayek, qui dit que qui bénéficiera du monopole d'émission monétaire en abusera. Okay. Et alors, si ça devient un étalon de la valeur, est-ce que ça peut toujours être une crypto-monnaie? C'est-à-dire quelque chose qui a été pensé pour assurer des transactions entre deux personnes? Bon, moi, je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas comment ça va se passer. Je pense que plus le Bitcoin va réussir, plus en fait les instruments de sa réussite seront des surtouches du Bitcoin. Je pense que c'est comme l'or, si vous voulez. Aujourd'hui, si je veux investir dans l'or, je n'achète pas de lingots d'or. Aujourd'hui, j'achète des ETF, principalement. Je peux acheter éventuellement des futurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Entre les lingots et les preneurs de risques, il s'est créé un système financier. Je pense que c'est ça qui va, si vous voulez répondre à toutes les critiques contre le Bitcoin, c'est l'émergence d'un système financier entre la blockchain et les preneurs de risques. Ce système financier, il va y avoir des exchanges, des plateformes, il va y avoir des fonds, il va y avoir des obligations un jour qui seront libellées en Bitcoin, des actions qui seront cotées ou décentralisées sur des entreprises qui vont développer ce monde-là. Mais la monnaie, c'est quoi la monnaie? La monnaie, c'est un lieu de stockage du travail. Quand vous travaillez, vous touchez de la monnaie, et quand vous redécaissez cette monnaie, vous pouvez vous acheter le travail des autres. Okay? C'est ça la monnaie. L'inflation, c'est la destruction du travail. Ça fait que vous avez stocké du travail que vous ne pouvez pas retrouver un jour. Okay? Et le Bitcoin a peut-être, avec cette histoire de 21 millions, résolu le problème de l'inflation monétaire. Et alors, une dernière question avant de passer à Charlie Méraud. Vous nous avez donné l'exemple du chlore. Effectivement, une goutte de chlore permet de rendre l'eau potable. Ça ressemble à quoi une goutte de Bitcoin dans un investissement de... Aujourd'hui, dans un portefeuille typique d'un institutionnel américain de long terme, ou bien d'un institutionnel d'un pays moderne, où il y a des fonds de pension, etc., un portefeuille de fonds de pension professionnels, ça doit avoir à peu près 60% d'actions et 40% d'obligataires. Si vous voulez maximiser la diversification d'un de ces portefeuilles en y ajoutant du Bitcoin, il faut avoir entre 1 et 4% de Bitcoin dans votre portefeuille. Et là, vous aurez maximisé l'effet diversifiant du Bitcoin. Je vous propose de passer à présent à Charlie Méraud. Donc, avant de se poser la question de savoir si le Bitcoin deviendra ou non un étalon de valeur, il peut se passer un petit peu de temps avant de vérifier si la thèse d'investissement est validée ou non. Force est de constater que malgré les critiques que j'ai fait émerger en début de table ronde, le marché, Charlie Méraud, se structure. Vous travaillez vous-même dans le secteur depuis de nombreuses années et c'est votre constat, c'est qu'aujourd'hui on est face à un marché financier qui a toutes les qualités pour rassurer les investisseurs plus traditionnels sur cette question de est-ce que quand je vais investir dans une crypto-monnaie, est-ce que je n'arrive pas dans un Far West par rapport au marché réglementé que sont les marchés financiers actuels? Alors, déjà bonjour et merci pour l'invitation. Je pense que Yves aurait pu répondre à cette question puisqu'il est lui-même un institutionnel ayant investi. Je suis toujours très heureux de l'entendre à chaque fois parce que j'adore tout ce qu'il dit. Mais je suis toujours un petit peu frustré parce que c'est toujours lui qu'on prend comme symbole et porteur de drapeau de l'investissement institutionnel. Preuve qu'il y a encore du travail à faire puisqu'ils ne sont pas assez nombreux. Pour répondre à votre question, aujourd'hui, les cryptos, même le Bitcoin, font des journées où ils sont plus liquides que l'action Apple, par exemple. Si on prend la liquidité agrégée de ces actifs, on peut traiter en une fraction de seconde des dizaines de millions d'euros sans avoir un impact sur le prix conséquent.
c'est la preuve, c'est une des preuves, que d'un point de vue pur exécution, trading, on a répondu au besoin primaire qui est d'avoir un accès à un prix raisonnable. On a eu ce matin Pascal Gauthier qui parlait de la conservation des actifs. On a désormais des solutions institutionnelles qui permettent de les conserver. On aura cet après-midi différents acteurs qui vont nous parler des différents moyens de s'exposer avec du levier, des produits dérivés, etc., etc. On a un écosystème financier aujourd'hui qui répond aux besoins d'investisseurs institutionnels. On aura tout à l'heure Yvan et Thibault qui proposeront même des solutions alternatives pour s'exposer à l'actif. La seule excuse pour un investisseur institutionnel, professionnel, pour ne plus s'exposer à cette classe d'actifs, c'est de la détester. Il n'y a pas d'autre excuse pour ne pas l'avoir à son portefeuille. Ce que vous nous dites, c'est qu'il n'y a pas d'explication rationnelle finalement à ne pas investir en Bitcoin aujourd'hui? Ça peut être rationnel de la détester. Bon, on pourrait avoir un débat sur le fait de ne pas vouloir avoir cet actif à son portefeuille, et ce serait un débat passionnant. Mais d'un point de vue purement structurel et d'organisation de marché, il n'existe plus aucune excuse audible pour dire je n'investis pas dans cette classe d'actifs, je ne veux pas m'y exposer parce qu'il n'y a pas la liquidité, il n'y a pas la profondeur, il n'y a pas les contreparties éligibles pour pouvoir m'en vendre, il n'y a pas toutes ces excuses ne sont plus potables. Et c'est le résultat, et je crois qu'on en a la preuve aujourd'hui avec un événement crypto-finance avec autant de personnes qui sont là pour nous écouter. C'est la preuve aujourd'hui que l'écosystème a répondu aux besoins de ces acteurs-là. Et donc, pour vous répondre, oui, irrationnel, je ne sais pas, mais en tout cas, ce n'est plus audible d'avoir des excuses qui sont propres à la structure de marché et à l'organisation de marché. Alors, ça n'est plus audible, pourtant, ce n'est pas forcément un réflexe, et notamment au niveau des entreprises, et notamment en Europe et encore plus en France. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? C'est parce que c'est un manque de communication sur le sujet, c'est qu'on n'est pas suffisamment conscient de la situation aujourd'hui ? Je pense que la structuration du marché dont je parle, elle s'est faite autour du dollar. Elle a été, alors, il y avait des précurseurs, encore une fois aussi aujourd'hui M. Chouefati, mais autour du dollar s'est construit les produits dérivés, la possibilité de settler de manière plus rapide grâce au stablecoin, le développement du coût de position avec des avances de trésorerie, du post-trade settlement, etc. Tout ça s'est fait autour du dollar. C'est d'ailleurs du coup des investisseurs en dollars qui ont été précurseurs de l'investissement institutionnel avec ce fameux Elon Musk qui a annoncé des investissements de sa trésorerie dans le Bitcoin, mais il y en a eu d'autres sur l'année 2020, elles ont été successives. On se souvient tous du mois de juin au mois de décembre, une société après l'autre qui a annoncé des investissements en crypto. Donc je pense que dans une partie du monde, cette éducation-là a été bien faite. Maintenant, c'est notre mission, j'ai envie de dire, de poursuivre cette éducation avec des événements comme celui d'aujourd'hui, mais au sens global du terme, en continuant de prouver que les réponses sont là pour des investisseurs qui seraient piqués par cette technologie et par l'envie de s'y exposer. Et alors justement, vous avez cité Elon Musk, vous l'aurez compris, j'aime bien soulever un petit peu les points sensibles sur les crypto-monnaies, mais quand on voit qu'un tweet d'Elon Musk peut faire prendre de la valeur au Bitcoin, qu'un tweet d'Elon Musk peut faire perdre de la valeur au Bitcoin, est-ce qu'on ne se dit pas là où je ne maîtrise pas forcément mon investissement ? Alors, Elon Musk a tweeté, il a mis en vente des shorts Tesla et ça a eu de l'influence sur le cours de l'action Tesla. Donc Elon Musk a de l'influence sur plein de choses. Il en a eu de manière assez court-termiste sur le Bitcoin. On fera le bilan dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans et on verra si les tweets d'Elon Musk continuent d'avoir de l'influence. Il y a un point qui est important dans ce que vous venez de dire, c'est que c'est un marché qui a commencé ce sont les particuliers qui ont été les premiers à rentrer dans ce marché. Et ce sont du coup aux particuliers que se sont adressées des sociétés comme Coinbase, Binance, etc. Et donc les solutions qu'ils leur apportent sont parfois effectivement, elles gamifient énormément l'investissement, elles leur permettent de s'exposer bien au-delà des portefeuilles qu'ils ont, créant des effets dominos lorsqu'il y a des mouvements de volatilité à la baisse et donc amplifiant drastiquement les tendances baissières sur des petits laps de temps. Ça c'est tout à fait vrai. C'est la raison pour laquelle il faut continuer de proposer des solutions pour des institutionnels, pour des corporates, pour des investisseurs professionnels qui sauront se rassurer face à cela. Mais quand on investit en crypto, il faut en tout cas avoir su voir au-delà de l'influence d'un tweet d'Elon Musk et comprendre que lorsqu'on a une baisse de 10%, 15% en 24 heures, l'amplitude de ces baisses sont très artificielles par rapport au volume.
Mais c'est vrai qu'en fait, ça soulève une question qui n'a pas encore forcément été beaucoup soulevée là, depuis le début des échanges, c'est sur l'horizon de placement. Parce que moi, je regarde autour de moi les gens qui investissent en crypto-monnaie particulier. On peut être sur des horizons de placement très courts ou très longs, persuadés que de toute façon, ça va continuer à progresser et que l'idée, c'est d'avoir suffisamment le sang-froid pour savoir sortir quand ça commence à monter. Quand on est une entreprise, on est sur des horizons de placement qui sont beaucoup plus longs. Pour le coup, comment est-ce qu'on peut finalement s'exposer au Bitcoin de manière directe ou de manière indirecte? Et ça fera la transition avec ce que nous racontera ensuite Thibaut Boutroux. Là, tout à l'heure, je disais que, que la liquidité était aujourd'hui plus un problème, qu'il y avait plein de solutions. Il y a une différence, c'est que la liquidité, elle est très fragmentée. Ça crée aujourd'hui plein d'opportunités d'investissement à court terme, opportunités qui sont parfois mal prises, mais d'opportunités d'investissement à court terme, que ce soit, je vais parler d'arbitrage, mais il y a plein d'autres opportunités à court terme qui ont émergé. Il y a eu à un moment donné même des opportunités sur les taux d'intérêt de l'écosystème financier crypto, puisqu'on pouvait placer du dollar à des taux totalement dérisoires. La réalité, c'est que les institutions financières n'ayant pas encore financé ce marché, n'importe qui pouvait se présenter en tant que financeur et avoir des taux démesurés sur le marché dollar. Donc il y a des opportunités à court terme. Néanmoins, je crois que s'exposer aux cryptos, ça doit être une démarche qui est plutôt long terme. Et je n'ai encore, à ce jour, jamais rencontré quelqu'un qui a fait mieux que juste s'y exposer long terme sans rien toucher. Mais bon, je ne perds pas espoir. Merci beaucoup Charlie Méraud. Je vous propose de passer le micro à Thibaut Boutroux. Alors avant de rentrer... pardon. On connaît l'investissement en direct, donc on en a déjà parlé, mais il existe d'autres façons d'investir. Un peu, on va le découvrir à la manière d'un livret d'épargne rémunéré, où finalement la seule rémunération n'est plus la volatilité de l'actif et donc l'espérance de gain, mais plutôt une rémunération fixe liée à la technologie blockchain, avec évidemment le cours de vie ensuite de l'actif en question. Thibaut Boutroux, on va tenter de rentrer dans le détail du mécanisme sans trop rentrer dans le détail du mécanisme dans le temps imparti. Peut-être juste un mot avant sur l'activité de Just Mining. Je le disais en introduction, vous êtes spécialisé en sécurisation des blockchains. Et d'emblée, on se dit sécurisation, investissement. On se dit la sécurisation va venir entourer l'investissement, mais ne va pas forcément être une opportunité d'investissement. Alors que chez Just Mining, justement, vous proposez à l'investisseur de venir agir et d'accompagner en fait la sécurisation de la blockchain. C'est ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'économie de la blockchain, on a une différence qui est assez marquante avec l'économie traditionnelle. C'est qu'on a mis au cœur du fonctionnement et du mécanisme un espèce de cercle vertueux qui fait que l'émission monétaire, elle va être distribuée dans des proportions qu'on connaît à l'avance à ceux qui vont contribuer, qui vont réellement participer au fonctionnement du réseau. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous mettez de l'énergie et du travail sur la sécurisation du réseau, sur une exposition à des tokens ou des choses comme ça, vous pouvez prendre part en fait à son développement et être rémunéré en conséquence. Donc c'est un cercle qui est assez vertueux et qui fonctionne assez bien et qui permet, on en a parlé juste avant, de s'exposer aussi à long terme. Nous aujourd'hui, tous les placements qu'on va faire, ils vont vraiment s'inscrire dans la durée parce que plus on a la capacité de voir loin dans l'investissement, plus on va diluer aussi son risque. À court terme, on est sur des actifs qui sont tellement volatiles que c'est très compliqué de prendre un pari. Il y a effectivement des opportunités, mais ça nécessite de maîtriser d'une part l'aspect très technique, graphique, mais aussi tout l'aspect technologique qu'il va y avoir autour. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et j'ai bien aimé ce que Charlie a dit juste avant en disant qu'aujourd'hui, pour un acteur qui veut vraiment s'exposer à ce marché-là, on a technologiquement toutes les solutions qui existent et qui sont disponibles, qui sont encore en train d'évoluer, qui sont en train de se structurer, parce qu'on est quand même sur un marché qui est relativement naissant, avec des solutions qui sont encore en train de se dessiner. Et pour moi, la problématique et le fait que ça a du mal à se démocratiser et à faire le déclic, c'est que on a encore peu d'acteurs, et aujourd'hui, ceux qui font le marché techniquement, c'est aussi ceux qui doivent le démocratiser. Et en fait, quand on fait techniquement, on n'a pas aussi le temps de prendre la parole en fait, pour démocratiser. Donc ça, c'est assez compliqué et on a du mal à être sur les deux tableaux. Et en plus de ça, ce qui s'est passé au début, c'est que ceux qui ont fait la blockchain au départ, c'était des gens qui avaient quand même des profils qui étaient essentiellement tech et qui n'avaient pas forcément ce discours pour parler en fait, avec ce monde Bien traditionnel. Et donc tout ça, c'est des choses qui sont en train de se faire. Et on a parlé de démocratisation, on a parlé d'adoption. Ce qui est intéressant, au-delà de l'aspect
l'aspect fluctuation qu'on peut avoir sur les cours, c'est qu'une courbe qui ne cesse d'évoluer, c'est les gens qui rentrent sur le marché, les gens qui s'y intéressent. Et par là, j'entends pas seulement les gens qui investissent, j'entends les gens qui s'impliquent dans le marché. Et des gens qui viennent de l'ancien monde, qui ont des cerveaux qui sont relativement bien faits, qui viennent apporter aussi une vision différente et qui vont permettre de faire fructifier et d'entretenir cette innovation constante qu'on a sur le marché. Et alors, avant de passer la parole à Yvan Delastour, peut-être un mot sur le, sur le mécanisme. Sans rentrer dans le détail, on pourra rentrer dans le détail après sur d'autres moments d'échange. On apporte des fonds. Qu'est-ce qui se passe ensuite pour que vous puissiez proposer un taux fixe à l'investisseur et qu'est-ce qui se passe sur la blockchain concrètement ? Alors, c'est pas un taux qui est fixe dans le sens où c'est un taux qui peut évoluer en fonction de la configuration du marché. Donc ça, c'est des règles qui sont définies dans tous les white papers des crypto-monnaies. Il y a une partie token métrique qui va détailler tout ça. Donc il n'y a pas de surprise pour l'investisseur qui a bien fait le travail en amont. Et en fait, ça va être de dire, bah voilà, plutôt que de faire une émission monétaire qui va être définie par des choses annexes au marché ou qu'on va pouvoir faire évoluer. Là, les règles, elles sont posées. Donc les règles du jeu, si tu veux jouer avec moi, tu les connais en amont et il n'y a pas de secret avec ça. Et après, en fonction du projet, il y a différentes valeurs, il y a différentes choses, et on peut directement s'intégrer, prendre une participation. On doit mettre ce qu'on appelle un ticket d'entrée, un collatéral, donc on doit détenir une certaine quantité de tokens pour participer à la sécurisation du réseau, et après on est rémunéré en conséquence, et on a en plus de ça une flexibilité et une agilité qui fait qu'on peut être assez libre en termes de sortie et de diversification. Et en fait, on en revient à cette idée que on parle de blockchain, on parle de sécurisation. Si on donnait quelques termes en lien avec la sécurisation de la blockchain, je pense qu'on perdrait pas mal de monde. Moi-même, quand on en a parlé au téléphone, j'étais un petit peu perdu. Mais en fait, on est sur un fonctionnement qui revient à un livret d'épargne finalement, comme dans un cas de finance plus traditionnel. Alors techniquement, on est quand même très différent de ça, mais effectivement, si on veut le reprendre et se mettre du point de vue de l'investisseur, le raisonnement il est assez similaire. C'est je vais immobiliser une quantité X de tokens et en contrepartie, je vais toucher des intérêts de manière régulière. Donc oui, le mécanisme et globalement toutes les solutions d'investissement qui vont exister sur la blockchain ou les crypto-monnaies, c'est des mécanismes qui sont plus ou moins proches de ce qu'on va trouver dans la finance traditionnelle. Donc tous les gens de la finance traditionnelle avec qui on parle et qui sont en tout cas dans une réflexion ouverte, ils comprennent très rapidement les opportunités, les enjeux et comment ça fonctionne. Quelqu'un qui a un cerveau bien fait, si vous discutez de lui avec la blockchain, s'il est ouvert et s'il n'a pas effectivement un dégoût ou qu'il déteste l'idéologie qu'il peut y avoir derrière ça, il va très rapidement comprendre. Après, il va s'exposer ou non, mais en tout cas, il va comprendre comment ça fonctionne. Et je vous propose de finir avec Yvan Delastour. On va parler d'investissement, mais pas directement dans les crypto-monnaies, cette fois-ci plutôt dans les entreprises qui portent les projets blockchain en France. La France et les ingénieurs français sont assez actifs dans le domaine. De nombreuses start-up se créent. Pour autant, si les projets sont portés par des Français, les financements ne sont pas toujours. Comment est-ce que vous voyez cette situation actuelle au sein de BPI France ? Alors, il y a un petit syndrome historique qu'on retrouve avec la blockchain et les cryptos, c'est le syndrome des huguenots. C'est qu'on a historiquement eu beaucoup de huguenots français qui portaient un message, qui économiquement, vu le développement de la Hollande, enfin des Pays-Bas et des États-Unis, ont été plutôt porteurs. Et sans faire de parallèle historique abusif, on retrouve quand même cette vision dans l'innovation, dans ce message qui est porté. Oui, chez AAV, il y a 25% de Français. Les Français sont énormément reconnus dans ce secteur, pas uniquement sur les aspects techniques. Mais nul n'est prophète en son pays, mis à part quelques psanes courageux, que je salue au passage. Il y a quand même un paradoxe très français. Aujourd'hui, si on prend l'investissement pur crypto, donc des gens qui prennent des pastilles de chlore au petit déjeuner, entre les VC, les hedge funds, les corporate treasuries, donc MicroStrategy qui investit directement en crypto-monnaie, en actifs sous gestion disclosés, donc vraiment la partie émergée de l'iceberg, on est à 75 milliards de dollars. Donc déjà ça, c'est de l'argent qui est investi par des professionnels et qui va travailler. Et donc cette masse monétaire, il faut la prendre en compte. Alors certes, il y a des masses monétaires comme dans l'investissement dans les gaz de schiste qui ont été extrêmement risqués et qui n'ont pas eu les retours escomptés, mais c'est une masse qui aujourd'hui est indéniable. Et donc s'il y a 75 milliards de disclosés, on peut estimer qu'il y a 200 à 300 milliards qui travaillent sur les marchés. Les crypto-monnaies en market cap, c'est 1 à 2 trilliards. Donc ça donne quand même des idées des masses. Et donc en face de ça,
si on veut être un acteur de ce secteur, il faut investir des montants conséquents. Puisque aujourd'hui, on le voit dans le venture classique, le capital, c'est une force gravitationnelle. Si le fonds de SoftBank gagne énormément de deals et est reconnu, c'est parce qu'il investit massivement du capital. Et le capital, c'est une force gravitationnelle. Plus vous avez de capital, plus vous attirez les projets. Et donc ça, je pense que c'est une étape importante aujourd'hui de reconnaître la masse institutionnelle dans le secteur. Est-ce qu'il faut se former pour investir en crypto-monnaie ? Là encore, c'est une question de concurrence. Aujourd'hui, il y a des acteurs, je ne vais pas les nommer pour ne pas leur faire de la pub, mais il y a des VC US qui ont des équipes tech, des équipes legal et des équipes tokenomics spécialisées. Et donc, il y a des fonds qui ont une vingtaine de personnes qui n'étudient que ça toute la journée et qui aident les projets à définir ces éléments. Donc, à définir la tech, donc ils regardent les smart contracts directement, dès le premier call, à définir les éléments legal, donc ils vont sur des tax and legal setup de la crypto, donc ce qui implique éventuellement des paradis fiscaux ou de l'optimisation fiscale, plutôt pour les fonds US d'ailleurs. Et ils ont une équipe tokenomics qui va regarder le développement du token et son évolution. Donc oui, en face, si on pose la question « est-ce que vous croyez vraiment au Bitcoin ?», ça crée un petit gap. Et pour finir, Yvan Delastour, rapidement, quel conseil vous donnez à ceux qui veulent aller du coup sur ces entreprises qui développent ces technologies, prendre part au capital ou accompagner dans le financement ? Aujourd'hui, il y a une opportunité et je rejoins ce qui avait été dit par Simon et Claire. Le bear market est encore plus une phase d'opportunité d'accompagner des projets qui justement auront une petite crise de légitimité et auront du mal peut-être à trouver des capitaux. Aujourd'hui, on est plutôt dans une phase, Andreessen Horowitz vient de lever 2,2 milliards sur son dernier fonds, donc c'est du capital qu'il va devoir déployer. Donc mécaniquement, quand on parle de bear market, mécaniquement dans le VC, il n'y a pas de bear market aujourd'hui puisque tous les fonds ont énormément levé et vont devoir déployer ce capital. En revanche, si dans 1 ou 2 ans, il y a un bear market, ça peut être un très bon moment pour des institutionnels français de rentrer via le capital risque. Merci beaucoup. Alors j'avais annoncé en début de table ronde qu'il y aurait un moment de questions-réponses. Il est déjà 11h30 malheureusement. Il a fallu effectivement développer les expertises de 5 professionnels de la blockchain ou de l'investissement ou des crypto-monnaies. Donc on n'a malheureusement pas le temps de prendre vos questions. Mais ça n'empêche que sur le reste de la journée, sur d'autres moments d'échange, n'hésitez pas à venir nous trouver pour poser toutes vos questions. Merci beaucoup messieurs. Merci Yves Chouefati. Merci Yvan Delastour. Merci Nicolas Louvet. Merci Charlie Méraud et merci Thibaut Boutroux.